Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée, nous sommes ensemble pendant une heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est une heure de direct et on retrouvera notre invité politique à 8h. Aujourd'hui, c'est Jean-Luc Benamias, le candidat à la primaire de la gauche qui sera débriefé par nos éditorialistes. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale, puis vous retrouverez le Zappélisé. C'est le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, c'est le journal télévisé des territoires dans un instant. Le grand froid et ses conséquences, toujours dans l'actualité, avec des températures de plus en plus basses, au moins jusqu'à la fin de la semaine. Direction la Moselle, où le plan grand froid a été activé par le préfet dès le 4 janvier, avec l'augmentation de places à disposition pour les sans-abri. Hier soir, il a visité un hébergement d'urgence de nuit à Montigny-les-Metz. Oriane Valou, pour Mirabel TV. Dans cette halte de nuit exclusivement réservée aux hommes, une trentaine de personnes a trouvé refuge pour la nuit. Ce mardi soir, il faisait encore très froid en Moselle, moins 12 degrés ressentis. Des températures glaciales qui ont convaincu de nombreux sans-abri de rejoindre la structure pour la nuit, comme Kylian et Johan, 19 ans. C'est juste avoir un endroit au chaud pour dormir et après la journée, il y a les gares, il y a plein de trucs la journée en fait. C'est le soir qu'il n'y a plus rien. S'il n'y avait pas cette halte de nuit, vous seriez où ce soir? Dans des caves. Dans des caves ou d'immeubles. Un endroit abrité. En ce moment, comme c'est le grand froid et qu'il y a des températures qui sont hyper basses, et c'est pas évident à rester dehors. Ici, les personnes sans domicile fixe peuvent prendre une douche, se restaurer et dormir au chaud jusqu'au matin. La structure peut accueillir jusqu'à 50 personnes toutes les nuits, pendant la période dite de grand froid. C'est aussi davantage de place pour répondre à davantage de besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ici, nous touchons un public qui habituellement ne souhaite pas être hébergé. Un public que l'on ne voit que lorsqu'il fait très froid. Le plan grand froid, un dispositif déclenché par le préfet de la Moselle depuis le 3 janvier dernier. Hier à 22 h, Emmanuel Berthier est venu lui-même constater la mise en place des mesures d'urgence. Il va faire moins 10 à Metz pendant 4 jours de suite, moins 14 à Forbach. Donc j'ai décidé d'ouvrir, conformément aux instructions du gouvernement, des places supplémentaires. 170 pour le département de la Moselle. Les pompiers, mais aussi les services de police et de gendarmerie sont davantage mobilisés, tout comme le 115. Depuis début janvier, en Moselle, 4 maraudes tournent toute la nuit, suppléées par une équipe de la protection civile. Des conditions extrêmes qui ne convainquent pas toujours certains sans-abri de rejoindre les hébergements d'urgence. Hier, 4 personnes ont passé la nuit dehors. La ministre de l'Énergie, Ségolène Royal, a assuré hier qu'il n'y aurait pas de coupure d'électricité. Mais malgré la vague de grand froid qui touche la France, grâce notamment à une très bonne organisation. Le gestionnaire du réseau électrique RTE, le réseau de transport électrique, l'a confirmé. Mais il a cependant ajouté que la vigilance restait de mise pour les journées d'aujourd'hui et de demain. On part visiter à Lille, dans les Hauts-de-France, la salle de dispatching de RTE qui équilibre en permanence l'offre et la demande électrique pour assurer la distribution à tous ses clients. Une mission de première importance dans ces périodes de grand froid. Alain Molinari pour WEO TV. Dans cette salle, 24 heures sur 24, les ingénieurs de RTE, réseau de transport électrique, assurent l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité sur les régions Hauts-de-France et Champagne-Ardenne. En liaison avec les différents producteurs, en fonction des besoins, ils vont gérer le transport du courant sur les lignes haute et très haute tension à l'aide de multiples aiguillages. Il y a un mécanisme d'ajustement qui permet effectivement qu'à tout moment, on ait exactement autant de production que de consommation. Ça, c'est les lois physiques de l'électricité font qu'on doit avoir à chaque instant cet équilibre. Et donc, on va jouer sur la production et la consommation pour rétablir cet équilibre à travers des mécanismes de marché qui sont mis en place à l'échelle de la France, voire à l'échelle européenne. Les outils à la disposition de RTE demandaient aux producteurs, dont EDF, d'augmenter leur production, démarrage de centrales thermiques ou hydrauliques ou augmentation de production nucléaire ou encore achat d'électricité à l'étranger. Et en ces temps de forte demande, l'exercice est d'importance. On a une consommation qui est très forte, notamment en France parce qu'on a du chauffage électrique. Et la sensibilité de la consommation à la température, elle est pour chaque degré en moins, on consomme 2400 MW en plus. À l'échelle de la France. Donc, et la consommation régionale, elle est autour de 8000 MW. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur les Hauts-de-France, on est à peu près à 8000 MW de consommation. Et 1 degré en moins en France, c'est 2400 MW.
En dernier recours, des mesures exceptionnelles sont prises. Des industriels peuvent être amenés à interrompre leur production. La tension des lignes pourra être baissée et un effort d'économie demandé aux particuliers. Mais pour l'heure, il n'en est aucunement question. Et à Bordeaux, la vague de froid se poursuit aussi avec des températures qui vont descendre jusqu'à -8 degrés en Gironde dans la nuit. Installé sur la place des Quinconces, le cirque Arlette Gruss dispose de sa ménagerie. Une ménagerie à laquelle il porte la plus grande attention avec ses températures négatives. Christophe Chavanneau pour TV7 en Gironde. S'il y a 5 ans, le cirque russe avait affronté la neige place des Quinconces, aujourd'hui ce sont les températures négatives qu'il faut gérer. Si les turbines fonctionnent en permanence pour chauffer le chapiteau, il est des pensionnaires qui requièrent toute l'attention du personnel du cirque, les animaux, John et leurs gardiens. Comme il commence à faire vraiment très froid, voilà, il y a certains chevaux, bon, par exemple les chevaux, il y a les couvertures, il y a la paille, il y a tout ce qu'il faut pour maintenir sa température idéale. Après, bon, comme là on a les dromadaires, les chameaux, les lamas, c'est des animaux qui déjà eux-mêmes ils ont qu'est-ce qu'ils ont besoin pour rester à chaleur. En plus nous on met la paille, ils ont des espaces fermés et voilà. Et après on a une tente qui est tout le temps chauffé, 24 heures sur 24, c'est la tente des éléphants. C'est les plus fragiles animaux qu'on a dans la ménagerie. Et voilà, il faut qu'elle soit en température de 18 à 24 degrés par rapport à ce qu'il fait dehors. Voilà, on maintient cette température-là, comme ça ils sont bien en chaleur. C'est notre collègue de travail et il faut qu'elle soit le mieux possible pour eux et aussi pour nous. Alors que les lionnes profitent tout de même des rayons du soleil pour se réchauffer, le cirque, c'est aussi plus de 140 personnes qui vivent dans cette mini-ville au cœur du cirque et le froid du moment se fait bien sentir. C'est vrai que dans les caravanes, on est chauffé, il y a ce qu'il faut aujourd'hui. C'est vrai que le matin, quand on se lève, qu'on met le pied sur le plancher de la caravane, c'est pas le plancher d'un appartement. Mais bon, on s'y fait vite aussi, vous savez. Moi, personnellement, j'avoue, je préfère ce temps-là, froid, sec, bon, même s'il y a un petit vent, que d'avoir de la pluie. Voilà. Non, là, on est quand même pas trop mal. Puis bon, à Bordeaux, une belle place comme ça, on va apprécier tous ces moments quand même. Toujours est-il que le froid ne perturbe pas tout le monde et que le roi de la jungle continue de se la couler douce au soleil. On reste en Gironde pour savoir si à Bordeaux comme à Paris, il y aura des vignettes anti-pollution. En tout cas, la métropole y réfléchit sérieusement. Des élus ont commencé à plancher sur cette affaire cette semaine et sur différents scénarios de restriction de circulation pour les voitures les plus polluantes. Aucune décision n'a encore été prise, mais la mesure est déjà très controversée. On fait le point avec Dominique Parmentier pour TV7 en Gironde. On est en train d'y travailler. Comme vous l'avez vu, il y a un groupe de travail. Je ne vais pas anticiper sur les conclusions du groupe de travail. On va voir ce qu'on nous propose et à ce moment-là, on décidera. Alain Juppé n'en dira pas plus, mais la réflexion est lancée. Pour réduire la pollution de l'air sur Bordeaux et la métropole, l'idée de vignettes restreignant, comme à Paris depuis lundi, la circulation des voitures les plus polluantes et l'interdiction de rouler en semaine pour celles qui ont plus de 20 ans en cas de pic de pollution pourrait être retenue. Reste à savoir dans quel périmètre. Les cours, les boulevards et la rocade sont les plus concernés. Une mesure qui s'impose pour l'élu écologiste Pierre Urmic. Pour lui, c'est même un impératif de santé publique. On ne peut pas continuer à accepter qu'il y ait dans notre pays 48 000 personnes qui meurent du fait de la pollution de l'air tous les ans. Et même ici à Bordeaux, on sait qu'il y a environ entre 120 et 130 personnes qui subissent actuellement des morts prématurées en raison de la mauvaise qualité de l'air qu'ils respirent. La plupart des maires de la métropole que nous avons contactés partagent, à part celui de ce nom, cette nécessité de réduire la pollution. Mais ils s'inquiètent, comme le maire du Bouscat, de mesures qui pourraient être antisociales ou discriminatoires. C'est ce que pense notamment l'Automobile Club du Sud-Ouest, pour qui de telles contraintes ne sont pas justifiées à Bordeaux. Pour l'instant, nous ne sommes pas touchés par le même type de pollution que Paris, Lyon ou Grenoble. Alors, est-ce qu'une voiture qui était antérieure à 97, si on prend une 4 chevaux, une 4L, est-ce qu'elle pollue beaucoup plus qu'un 4x4 qui fait 350 cm3. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à inclure dedans aussi des véhicules récents comme les 4x4. Tous les véhicules qui émettent beaucoup de ce qu'on appelle les microparticules, PM2,5 et PM10, tous ces véhicules-là doivent être concernés. Évidemment, chez les automobilistes, les avis sont partagés selon l'activité et le niveau de vie. Je trouve que c'est pas forcément bien parce que les gens qui conduisent tout le temps, les chauffeurs,
je ne sais pas comment ils vont faire pour pouvoir continuer à travailler dans ces conditions pareilles. Et je pense que tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir une voiture neuve. Écoutez, ça va dans le sens de ce qu'on veut faire actuellement, c'est préserver un peu nos villes, la planète, donc essayer de gérer un peu mieux les flux de voitures, donc c'est toujours une bonne idée. Hein. Ça permet également de rajeunir un peu le parc d'automobiles et puis de mieux gérer chaque véhicule, c'est toujours une bonne chose. Rien ne dit aujourd'hui quel dispositif sera adopté, mais il semble bien que Bordeaux n'échappera pas à des mesures forcément contraignantes. Direction maintenant les Pays de la Loire, les Sables d'Olonne, où c'est le calme avant la tempête. Car après 10 semaines de course, les premiers skippers font leur retour. Armel Lecléache, Alex Thompson devraient franchir la ligne d'arrivée aujourd'hui. Le duel franco-britannique aura animé cette 8e édition du Vendée Globe. Les 2 skippers ont mené la flotte dès les premières semaines de course avec un avantage pour le Français. Retour sur cette bataille en mer avec Élodie Pépin pour Télé Lyon Métropole. Entre le gallois et le breton, la compétition n'aura jamais cessé durant ces quelques 73 jours de course. Et pourtant, le 6 novembre dernier, au départ des Sables d'Olonne, aucun des deux n'avait pris la tête de la flotte, du moins pas encore. Dès le lendemain, Armel Lecléache donne le ton. Au pointage de 5 heures, il emmène les monocoques direction le sud. Alex Thompson ne se laisse alors pas faire. Commence un véritable duel entre les deux hommes. Et le 12 novembre, le skipper Hugo Boss arrive à réellement s'imposer. Quelques jours plus tard, alors qu'il vient d'heurter un ovni et d'endommager son fol tribord, le Gallois passe le premier le cap de Bonne-Espérance. Ironie du sort, il vient de pulvériser l'ancien record qui était détenu par son poursuivant Armel Lecléache. Mais celui-ci n'a pas dit son dernier mot. Le mois de décembre commence plutôt bien pour le Breton qui revient à la charge et qui met une certaine pression à Alex Thompson. Les 2 skippers sont au coude à coude et Armel ne tarde pas à creuser l'écart. Le 3 décembre, il prend alors la tête de la course et ne laissera plus jamais le Gallois le rattraper, s'offrant d'ailleurs un nouveau temps de référence. 23 décembre 2016, et le Cap Horn, juste là. En passant ce cap le 23 décembre, Armel Lecléache améliore d'un peu plus de 5 jours le temps de référence établi par François Gabard en 2012. On va boire un petit coup de champagne pour fêter le moment. Cette 8e édition aura donc été celle de tous les records et comme lors de la précédente, le Breton n'aura rien lâché. Désormais, la lutte finale est engagée, mais selon toute vraisemblance, Armel Lecléache devrait passer enfin la ligne d'arrivée le premier. Avec une jolie musique, vous avez compris que c'était un sujet de télé Vendée, bien sûr, qui est à l'origine d'ailleurs du Vendée Globe. Elle a été créée, cette télévision locale, à cette occasion. Et vous pouvez regarder ces sujets sur Internet durant ces arrivées du Vendée Globe dans les jours qui viennent. On finit ce journal dans les cuisines d'un jeune chef spinalien, Nicolas Grand-Claude, qui fait partie des 2 nouveaux restaurants vosgiens récompensés par le Bib gourmand du guide Michelin. Une distinction qui met en avant le rapport qualité-prix des tables françaises, découverte d'une cuisine innovante et créative à l'In Extremis, c'est le nom du restaurant. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions. Du marché de velouté, de filets mignons, de fraîcheur. Il est à peine 12h15 et déjà les clients affluent dans le restaurant du spinalien Nicolas Grand-Claude. La salle qui compte 21 couverts se remplit ainsi 5 jours par semaine. Parmi les gourmands, ce mercredi midi, on retrouve des habitués comme Sophie qui emmène très régulièrement sa fille Victoire déjeuner à l'In Extremis. C'est toujours très fin, très original, très équilibré. On a le midi le retour du marché avec des produits frais. Voilà, toujours bien exécuté, dans la finesse. Une finesse saluée par le guide Michelin. Le restaurateur a reçu cette année la distinction Bib gourmand, une appellation qui récompense les bonnes tables françaises et le rapport qualité-prix. Le menu entrée, plat, dessert ne doit pas dépasser les 32 €. C'est une belle récompense, ça nous encourage à poursuivre. Le Michelin nous fait confiance lui aussi. J'avais cette distinction dans mon ancien restaurant. C'est vrai qu'en m'installant sur Épinal, c'était le but était de la récupérer. Voilà, au moins de la récupérer. Voilà. Avant de viser autre chose. Pourquoi pas aller plus loin, pourquoi pas décrocher une étoile. Après, la première chose ici, c'est de faire plaisir à nos clients qui repartent avec le petit truc, les yeux qui brillent.
leur provoquer cette émotion culinaire. C'est parfait, hein, c'est aussi joli que bon et c'est un peu dommage de manger parce que c'est un vrai décor dans l'assiette. Hein. Si vous voulez déguster la cuisine innovante et créative du chef, mieux vaut réserver. Moins d'1 an après l'ouverture, le bouche à oreille a déjà fait son effet. On nous en a dit tellement de bien qu'on s'est dit on allait essayer. Je suis allée voir un petit peu sur les commentaires qu'il peut y avoir sur le restaurant et j'ai vu que ça avait l'air d'être quelqu'un de très bien, un chef qui a appris dans des endroits vraiment intéressants à cuisiner. Nicolas Grand-Claude est passé par de belles maisons étoilées comme le Martinez à Cannes ou dans les cuisines de Nicolas Lebec à Lyon, avant d'ouvrir son propre restaurant en Isère. Les aléas de la ville ont finalement ramené à ses racines vosgiennes. Très attaché à la qualité du produit, le chef s'approvisionne principalement chez des producteurs locaux qui travaillent en biodynamie. Il propose une carte très simple, 2 entrées, 2 plats, 2 desserts, qu'il décline en 3 menus et qu'il renouvelle régulièrement. L'inspiration, elle peut venir de partout. Je peux me balader en nature, en pleine nature, je peux avoir un déclic. Ça peut être aussi bien aller voir une exposition d'art. Et puis ça se construit un peu comme ça dans ma tête. Aller regarder un marché, voir des produits, tiens, on peut travailler ça, on peut l'accommoder avec ceci, et voilà. C'est ainsi que le trentenaire choisit d'associer le poulpe et le foie gras pour une entrée terre et mer des plus originales. On compte 4 tables vosgiennes dans le palmarès 2017 du Bib Gourmand, avec 2 nouveautés, In Extremis donc à Épinal et le Clos Heurtebise à Remiremont. Fin de ce journal, on passe aux unes de vos quotidiens régionaux et ensuite le débat des éditorialistes dans un instant. Le grand froid toujours dans l'actualité de vos quotidiens régionaux avec la Nouvelle République. Froid, la Croix-Rouge renforce son accueil. Pour Nord Littoral, c'est le grand froid. Les SDF gardent leur sang-froid. La préfecture annonce des températures jusqu'à moins 10 degrés la nuit prochaine. Et dans la rue, les SDF tentent de survivre dans Nord Littoral. Pour la montagne, le Puy-de-Dôme grelotte. Habitués aux hivers rudes, les habitants de cette ville qui est à la une, Giat, cette commune des Combrailles ont appris à vivre avec. Là-bas, la solidarité ne craint pas le froid, c'est une enquête de La Montagne. Dans l'actualité aussi, l'appel pour l'urgence éducative à de l'écho, lancé le 10 janvier dernier dans les colonnes de la Marseillaise. Le texte recueille bon nombre de signatures d'enseignants, de chercheurs, d'associatifs, de syndicalistes ou encore d'élus. Et l'initiative va même être prolongée par la mise en place d'un comité de pilotage dans la Marseillaise. Pour la dépêche, Djihad, la menace des revenants. 700 jeunes Français qui ont rejoint Daesh en Irak et en Syrie pourraient revenir en France. Une menace qui est prise très au sérieux par les services de renseignement. Et c'est une enquête dans la dépêche aujourd'hui. Pour le Télégramme, une jolie une avec le sprint final. On vient d'en parler dans le journal des territoires avec un sujet de TV Vendée. Eh bien, c'est une finale entre Armel Leclèche qui semble bien parti pour sortir vainqueur de l'incroyable course-poursuite qui l'oppose au Gallois Alex Thompson. Sauf mauvaise surprise, le Breton devrait ainsi être le premier à franchir la ligne d'arrivée aujourd'hui en fin de journée. Et c'est au Sable d'Olonne, vous l'avez vu tout à l'heure dans le journal des territoires. La politique aussi, bien sûr, à la une de la presse quotidienne régionale avec la dernière balade ardennaise de François Hollande. C'est dans l'Ardennais, bien sûr. Le chef de l'État fait aujourd'hui son ultime apparition présidentielle dans les Ardennes. Pour le Courrier de l'Ouest, c'est les attentes des Français avant la présidentielle qui est à la une. Et pour la République des Pyrénées, c'est la bulle Macron qui plane sur les primaires citoyennes en Béarn, vous le savez, la patrie de François Bayrou. Pour le Midi Libre, primaire. Pour qui voteront nos élus? Nombre d'entre eux se rangent du côté de Valls, dans cette région, l'Occitanie, un choix avant tout de raison. Voilà, nous allons maintenant balayer l'actualité politique et territoriale ce matin avec Thierry Dupont. Bonjour Thierry, vous êtes à l'Express et vous vous occupez particulièrement des régions, des villes. Bonjour, merci d'être avec nous. Mathieu Verrier de La Voix du Nord. Bonjour Mathieu, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Cyril. Et Raphaël Ruffier-Fossoul de Lyon Capitale. Bonjour Raphaël et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Cyril. Primaire à gauche, ce soir le dernier débat à la télévision. Thierry Dupont, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, les deux concurrents de l'aile gauche au coude à coude dans les sondages pour se qualifier au second tour. Ils tenaient meeting hier soir. Manuel Valls est à la peine et votre une
et dur dans l'Express. La une, c'est « Assaisir avant liquidation, gauche cherche repreneur et valeur. S'adresser au 10 rue de Solferino ». C'est le siège du Parti socialiste. C'est un peu le constat que tout le monde fait aujourd'hui. Le PS peine à mobiliser. On est sur des estimations de 1,9 million à 2,6 millions de participants c'est la grande inconnue quand même. À la primaire, c'est la grande inconnue. Je crois qu'en 2011, on était du côté de 2,9 millions. On est bien loin des 4 millions et demi plus de 4 millions et demi pour la primaire de la droite. Donc oui, le PS peine à mobiliser. On voit bien que d'un côté, il y a une dynamique Macron en ce moment, incontestablement, qui remplit les salles. On voit également que sur l'aile gauche, Jean-Luc Mélenchon est quand même porté, même s'il y a plein d'interrogations. Entre 10 et 15%, oui, dans les même s'il y a plein d'interrogations sur ce qu'il pourrait faire de son score, d'un bon score à la présidentielle. Voilà, le PS doit se trouver un champion incontestable et incontesté. Et c'est pas gagné. Alors ça tombe bien, on a un Lyonnais sur ce plateau, Raphaël Ruffier-Fossoul, bonjour, merci d'être avec nous. Alors Emmanuel Macron, c'est entre guillemets la star de cette fin de campagne là. Sans être dans la primaire en plus. Sans être dans la primaire, c'est peut-être mon prisme lyonnais, mais pour moi aujourd'hui il est clairement favori. C'est-à-dire qu'on ne voit pas comment le candidat vainqueur de la primaire à gauche pourrait réussir à se maintenir et à se présenter au premier tour. Il est dans les sondages, il arrive en 5e position au mieux. Même des sondages qui placent le candidat vainqueur de la primaire en 7e position à égalité avec Jadot, si c'était Vincent Pillon qui l'emportait. Donc on verra bien comment ça se passera après la primaire, s'il y a un choc, si les électorats de gauche se mobilisent autour. Mais pour l'instant, ce qu'on voit dans les sondages, c'est un candidat socialiste qui pourrait être amené à se retirer en faveur du mieux placé, soit Mélenchon, soit Macron. Tiens, Dupont. Oui, alors il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des intérêts de boutique au Parti socialiste, donc il y a la perspective d'un congrès, donc tout ça peut jouer quand même pour s'imposer malgré tout comme le leader incontesté de son parti, ou en tout cas ce qu'il en resterait. Bon. Enfin, Ségolène Royal se prépare déjà à annoncer qu'il faudra soutenir Macron et que le candidat PS doit se retirer. On ne sait même pas si Hollande ne sera pas dans cette position-là. Non, il y a... On a Mathieu Verrier de La Voix du Nord sur ce plateau. Mathieu Verrier, le Nord, terre de gauche, c'était traditionnellement terre de gauche. Et Martine Aubry dans tout ça. Martine Aubry est à l'hôpital. Elle est à l'hôpital, elle s'est fait hospitaliser. Elle a un arrêt de 6 semaines. Ça tombe à pic. Un problème de dos. Elle en a plein de dos, je crois. Elle en a plein de dos. Voilà, non, ça tombe à pic, comme ça, elle peut ne pas se prononcer. Elle a lancé quelques signes pour Benoît Hamon. Je crois qu'elle n'en dira pas beaucoup plus. Elle a toujours bien aimé Benoît Hamon, qui avait travaillé avec elle, c'est ça, à un moment donné, dans son équipe. Oui, tout à fait. Qui a été même son porte-parole en 2008. Ça a été un peu plus compliqué ces dernières années quand Benoît Hamon est entré au gouvernement. Il a soutenu Manuel Valls. Il avait quand même soutenu Manuel Valls. Qui a soutenu Manuel Valls pour Matignon. Voilà, après c'est vrai qu'idéologiquement c'est le plus proche des valeurs, des idées de Martine Aubry, mais elle veut pas trop se mouiller non plus. Alors, traduction de tout cela dans la ville symbole des socialistes, Thierry Dupont, qui est La Rochelle, où les électeurs de François Hollande sont totalement déboussolés, c'est ce que vous dites dans l'Express. Oui, je suis allé voir sur place, dans cette ville symbole, c'est d'abord une des villes symboles de la gauche, puisqu'elle est 1971, Michel Crépeau, des radicaux de gauche, et puis depuis 1993, il y avait cette grande université d'été du Parti socialiste, qui a été annulée en 2016, enfin qui a d'abord été délocalisée à Nantes. C'était pas une très très bonne idée. Elle a été finalement purement et simplement annulée. Là-bas, moi, j'ai vu des habitants qui avaient voté François Hollande qui sont totalement déçus. Alors notamment, il y a un quartier populaire de la ville, Villeneuve-les-Salines, où les habitants se disent alors totalement déboussolés, ils ne savent pas pour qui ils vont voter. Oui, beaucoup disent on va voter blanc. C'est un quartier, je précise, populaire. Oui, c'est un quartier populaire qui va être l'objet d'une grande rénovation urbaine. Oui, ils ne savent pas vraiment. Voter blanc, la primaire, ça ne les intéresse pas. Et vous dites ils ont envie d'avoir envie. Oui, parce que malgré tout, ils ont...
ils sont bien conscients qu'il faut un débouché politique. Alors voilà, il faut tracer des perspectives. Et donc voilà, donc certains sont plutôt sur des aspects locaux, d'autres se demandent si effectivement Emmanuel Macron n'est pas la solution. Et on voit là comme ailleurs que c'est effectivement les comités Macron qui ont le. Il donne envie d'avoir envie. Au moins lui, il est prêt. Il y a un programme, un sentiment qui. Raphaël Ruffier-Fossoul, on passe à Lyon-Capitale. À Lyon, vous faites une sur les cathos, la nouvelle vague. Qui sont-ils très vite, c'est quoi C'est la génération JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse. Ils arrivent un peu au pouvoir, aux affaires. Ils sont assez modernes sur la forme. Ils ont des ateliers de coworking, des réseaux Internet, et puis assez raides sur le fond, par contre. Alors, il y a une enquête qui nous intéresse beaucoup dans Lyon-Capitale. C'est qu'y a-t-il dans les préservatifs? Vous avez fait analyser ça. C'est inquiétant. On parle des fameux perturbateurs endocriniens aussi dans oui, c'était une grande surprise. On a demandé aux fabricants de préservatifs ce qu'il y avait dedans. D'abord curiosité de journaliste. Et au fait, est-ce que des perturbateurs endocriniens, il n'y en aurait pas dans les préservatifs? Donc on a appelé Durex, Manix, on leur a demandé. Et la surprise totale, refus de répondre. On ne dit pas ce qu'il y a dans les préservatifs. Et vraiment, on a enquêté pendant des mois, on a fait plusieurs papiers. Jamais aucune réponse des fabricants. Donc du coup, on a testé en laboratoire un préservatif, donc le plus vendu, le Manix, le Durex, le classique Gym. Je ne cite pas de marque, j'ai enlevé. Et là, très grande surprise, 17 produits dans 17 produits chimiques dans un préservatif. Donc quand même, on ne s'attendait pas à ça. Et on retrouve des fameux perturbateurs endocriniens, on retrouve des hydrocarbures, on retrouve des produits qui sont considérés comme allergènes. En gros, des produits qu'on interdit dans les biberons, on ne veut pas ça dans les biberons, on les met dans les capotes. Ça pose quand même des questions. En fait, ce qu'on découvre, c'est que les préservatifs, c'est pas considéré comme un médicament, ce qui fait que ils sont pas obligés de déclarer ce qu'il y a dedans. Il y a 6 produits d'ailleurs qui sont protégés par le secret industriel, on ne sait pas ce que c'est. Ils sont pas obligés de le dire. Et la seule chose qui est testée, c'est savoir si le préservatif est solide. Voilà. Solide, j'ai vu ça. Ce qu'il y a dedans, c'est pas testé. Aucun lien avec le dossier sur les cathos. A priori, non. Alors, des perturbateurs endocriniens dans les préservatifs. Un article extrêmement intéressant, mais perturbant, pour le moins, dans Lyon-Capitale. Mathieu Verrier, dans La Voix du Nord, dans votre journal, des prisonniers dénoncent leurs conditions de détention via Internet. Ils ont contacté la rédaction via Internet. Ils ont très simplement, tout simplement, par les réseaux sociaux, ils ont contacté notre journaliste Élodie Rabé. Ils témoignent depuis leur prison. Facilement. Alors vous faites le geste avec les doigts. Il y a même une webcam. C'est simple. C'est tout simple. Alors ils dénoncent leurs conditions. Leurs conditions de détention. Il faut savoir que dans cette prison à Vendin-le-Vieil, il y a eu un meurtre, un détenu qui a tué un codétenu la semaine dernière, et donc. Là, ce sont deux détenus qui témoignent. Les surveillants se mobilisent aussi aujourd'hui et dénoncent un peu la politique de la direction. Alors c'est beaucoup autour de la liberté de circulation des détenus au sein de la prison. C'est vrai que c'est une question un peu difficile. Est-ce que ce flux Internet est contrôlé par l'administration pénitentiaire? Est-ce que l'administration pénitentiaire a su qu'il contactait votre rédaction? Je ne crois pas, non. Non, je ne crois pas. Donc d'autres informations autres que des plaintes de leur peuvent passer, j'imagine. Voilà, bien sûr, oui, c'est tout le problème. Après voilà, c'est un peu la difficulté aujourd'hui dans les prisons, c'est impossible de tout contrôler, d'éviter toute communication avec l'extérieur. Donc c'est savoir la canaliser, autoriser certaines communications. Et c'est vrai que c'est une des grandes questions aujourd'hui dans le milieu pénitentiaire. Ouais. Merci Mathieu Verrier de La Voix du Nord. Merci Raphaël Ruffier-Fossoul de Lyon-Capitale. Vous restez avec nous. Et merci Thierry Dupont de l'Express. Vous restez avec nous également. On regarde maintenant le zapping. La météo d'abord et ensuite le zapping. Je sais que vous voulez le voir. Merci. La météo vous est présentée par Terroléo Pro avec le concours de l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec Terroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà, maintenant qu'on a compris qu'il faisait froid, on regarde ensemble, comme je l'ai dit, le zapping, le premier zapping politique des matinales d'info, le Zap Élysée. Chaque fois qu'on touche un socialiste, quelles que soient nos différences, on touche tous les socialistes. Et il faut faire attention parce que nous sommes nombreux et solidaires. Je condamne ces violences-là, je les condamne parce que ça indique qu'il y a un climat qui est quand même un climat qui n'est pas bon. Cette violence n'a pas sa place dans la République. La gauche a toujours envisagé avec beaucoup de complaisance et a même incité à la violence contre les adversaires politiques. Elle est là la réalité. C'était le fameux harcèlement démocratique qu'avait théorisé M. Drey, M. Cambadélis et qui consistait à faire des manifestations violentes, notamment contre le Front National. Donc ils n'en peuvent plus. Donc ils n'en peuvent plus du cynisme, oui. Donc ils ont ce type de geste. Oh, ce voulez dire. Bonjour Manuel, salut Manu. Salut. C'était pour te dire Manu, je sais pas si tu trouves ça normal ou pas, mais moi je pense que la claque, en fait, on est 66 millions à vouloir te la mettre, quoi. Enfin, c'était juste trop bon, sans déconner, quoi. Il a été parfait, le bonhomme, quoi. C'était juste génial. Alors ça, cet appel à la violence, c'est non. Chacun a l'honneur de porter ses idées, son bilan, et rien ne peut justifier un acte de violence tel que celui-ci. On en a vu d'autres, et ils étaient tout autant condamnables. Bien sûr, on me vise, parce que je suis celui qui peut gagner. Parce que je suis celui qui peut gagner, on me vise. Donc je ne me laisserai pas impressionner et je poursuivrai ma campagne pour gagner, pour faire gagner la gauche. Il ne veut pas laisser passer cet acte de violence. Si vous ne portez pas plainte, a-t-il dit, vous donnez l'impression que c'est possible. Ça peut commencer par une gifle, ça peut se poursuivre par un coup de poing, ça peut se poursuivre par un coup de barre de fer. Vous n'aviez pas porté plainte pour le jet de farine en Alsace. Mais là, c'est la violence. C'est le coup que l'on veut porter. On veut faire mal. C'est un symbole. Est-ce que M. Valls doit pour autant porter plainte pour faire encore enfler plus cette affaire? Je pense qu'il aurait peut-être intérêt à, non pas à banaliser, mais en tout cas à tourner la page. Et Emmanuel Macron? Il a oublié d'être con. C'est le moins qu'on puisse dire. Ambitieux. La grande question. Le candidat qui sortira de la primaire sera à un moment donné obligé de constater que celui qui peut gagner la présidentielle, qui peut déjà être au deuxième tour, et il n'y en a qu'un, c'est Emmanuel Macron. Donc se retirer? Oui, je pense. Gérard Collomb est dans son enthousiasme du moment, j'en suis heureux pour lui. Je l'ai bien connu soutenir avec la même ardeur Ségolène Royal, et puis les choses ne vont pas toujours jusqu'au bout. Que pensez-vous d'Emmanuel Macron? Mais non, je ne viens pas ici pour parler de cela. Est-ce que vous reconnaissez dans la campagne politique d'Emmanuel Macron? Je pense à des désirs d'avenir. Je ne réponds pas aux questions là-dessus. Beaucoup de gens se demandent est-ce que vous prendrez parti à un moment donné? Je ne réponds pas à cette question. Est-ce que Ségolène Royal va le soutenir, selon vos informations? Je n'en sais rien, vous savez, Ségolène Royal mène son propre chemin. J'ai toujours invité les associations de citoyens, les chercheurs, les ONG, tous ces que ça continue et faites-en... Regardez le précédent, c'est ça que je dis. Allez, c'est parti, Stanou. Info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, et l'invité politique de Territoire d'Info sur Public Sénat avec Sud Radio et la presse quotidienne régionale, c'est Jean-Luc Benamias. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin pour vous interroger. À mes côtés, Véronique Jacquier de Sud Radio et Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour. Bonjour. Jean-Luc Benamias, pour Elab, le sondage Elab, 56% des personnes interrogées se disent pas intéressées par cette primaire de la gauche. Oui. Qu'allez-vous faire pour les mobiliser? Et dans ce même sondage, vous êtes crédité de 3%. Donc vous avez une responsabilité pour les mobiliser. Mais je trouve déjà que ça veut dire qu'il y en a 44% qui sont intéressés. Vous savez, la France n'est pas tout à fait à gauche, complètement quand même à 100%. Je comprends très bien que 56% des gens qui sont plutôt à droite ou plutôt ailleurs en politique ne s'intéressent pas énormément. On peut prendre les sondages de différentes manières. Moi, mes 3%, je suis très content. Mais 44% des gens, si déjà ils se déplaçaient... C'est déjà bien, vous dites, c'est déjà pas mal. Vous êtes content de 3%? Ah, moi, écoutez, c'est bon, j'ai regardé les résultats de la primaire de droite, excusez-moi. Oui, mais justement, la primaire de droite, il y avait 4 millions de votants. Là, si on a moins d'1,5 million, c'est quand même pas terrible pour la primaire de droite. Non, je parlais des 3%, là. Et quand vous regardez dans le même sondage, combien de personnes ça pourrait faire, c'est le sondage. Ça fait 2,7 millions, 2,8 millions. Ça n'est que le sondage d'Elab. C'est un institut, c'est pas tous les instituts. Mais le même sondage qui donne 56% qui sont de Français qui ne sont pas intéressés, les 44%, dans les 44%, ça donne
donne 2,7 millions. S'il y avait 2,7 millions pour la primaire de la gauche, des démocrates et des écologistes, je trouve que ce serait un score honorable. Jean-Luc Benamias, quand vous entendez... Je ne lance aucun appel. Moi, je fais campagne sur les médias, je fais campagne avec la presse quotidienne régionale, qui d'ailleurs a été avec moi d'une grande sympathie, je dois le dire. C'est pas été le cas dans tous les... Vous savez que vous êtes sur Territoire d'Info. Je sais, c'est pour ça que j'en parle. Dans la presse quotidienne régionale et partenaire. C'est bien pour ça que je... Quelque part, vous en prenez aux médias aussi. Non. Pas à la presse quotidienne régionale. Je viens de le dire, sur la presse quotidienne régionale, je ne m'en prends à rien. Non, je m'en prends à certaines tendances médiatiques qui sont... tiens, on peut lui taper dessus, tapons-lui dessus. Alors, je vous le dis, moi, si parler de me comparer à Bourvil, c'est pas me taper dessus. Ça, c'est clair. C'est plutôt sympathique, même. Et donc, je le prends. Mais sur un certain nombre d'autres éléments qui font qu'on choisit une photo, non, pas au hasard. Un grand quotidien qui sort l'après-midi. C'est ça, par exemple. On fait tout ça, écoutez, excusez-moi, c'est pour moi... extrêmement désobligeant, condescendant, suffisant. Vous souffrez de ne pas être pris au sérieux? Je ne souffre pas du tout, moi. Je suis pas une victime. Alors là, quand vous vous exposez, vous savez que vous êtes exposé. Après, je suis un garçon très gentil, moi. Tout le monde le sait. Mais à un moment donné, faut pas trop abuser. Voilà. Donc après, on verra en fonction des éléments politiques. Vous les coups ce soir? Non, ce soir, sûrement pas. Mais quand vous dites après, on verra, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on verra bien comment. Moi, je vais pas arrêter de faire de la politique après la primaire. Oui. Donc, je vais annoncer un certain nombre de choses. Je vais faire un certain nombre de choses. Voilà. J'existerai politiquement. Quand je veux dire après, on verra, c'est que je ne suis pas là que pour un coup. Sur un coup, allez, voilà, il a fait les 3 débats, il est content. Non, mais n'importe quoi. Je veux dire, je fais de la politique depuis 40 ans. Donc, dans ce cadre-là, quand je dis après, on verra, c'est qu'on verra ce que je développerai. Et en fonction du score, évidemment, je pourrai plus ou moins développer ce que j'ai à développer. Vous étiez chez les Verts, d'ailleurs, il y a quelques années. J'étais chez les Verts, au PSU, au Modem, c'est 3 partis. Mais toutes les valeurs que j'ai en politique sont toujours restées les mêmes. C'est pas vous faire injure de vous dire donc que vous ne gagnerez pas cette primaire. Est-ce que vous savez déjà... C'est pas du tout me faire injure. Est-ce que vous savez déjà pour qui vous pourriez vous reporter parce dimanche que soir? Je connais même pas les 2 candidats qui sortiront comme vous. Vous avez une idée déjà peut-être en tête? Non. Vous connaissez les programmes au moins? Non, je connais les programmes, mais si vous rapprocherez sur les... si vous... Allez, on va prendre les 3 qui peuvent être au second tour selon les éléments de sondage de plusieurs instituts. Avec Valls... Bon, j'aime bien son autorité, elle me dérange pas. Son autoritarisme me dérange. Montebourg, je peux être d'accord avec lui sur un certain nombre de sujets, sur ne pas dire que le protectionnisme européen est un tabou. Mais sur d'autres sujets, il n'est pas très écolo, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec Hamon, on est d'accord sur le revenu universel, légalisation du cannabis, proportionnel. Sur l'écologie. Oui, mais là, moi, j'ai pas mal de choses. Non, mais j'admire les nouveaux convertis. Ils sont les bienvenus. C'est bien de mettre. Nouveaux convertis. Hamon, par rapport à l'écologie, il l'a dit lui-même. J'ai fait une erreur dans le passé. Je ne pouvais pas concevoir je concevais qu'on faisait du socialisme sans défense de l'environnement. Tout d'un coup, il a découvert ça. C'est pas le seul. Jean-Luc Mélenchon a fait la même chose. Je trouve ça très bien que les gens arrivent après un certain nombre d'années à penser que ce que moi j'appelle la social-démocratie et l'écologie pragmatique sont évidemment totalement conciliables et même indispensables. Mais François de Rugy, par exemple, qui participe avec vous dans ces primaires, dit que lui, c'est l'écologie sérieuse. Sous-entendu, pas vous. Non mais... Ah oui, mais on en revient toujours à la question fondamentale. Non, c'est pas du tout fondamental. Si vous voulez, j'ai un peu plus d'ancienneté. Donc vous vous sentez plus légitime? Non, je me sens pas plus légitime, je dis que j'ai un peu plus d'ancienneté. Je suis, si vous voulez, sans vouloir me mettre trop en avant, j'ai participé dans les années 70, parce que je suis journaliste de métier, à la presse écologique, la presse écologiste de ces années-là. Si vous voulez, que j'ai rien à apprendre de tout cela, que de Rugy, que François, mon ami François, dit cela. Bon, c'est une posture, mais pour tous ceux qui connaissent un peu le monde de l'écologie politique, de l'écologie associative, de l'écologie qui travaille, je n'ai rien à prouver. Qu'est-ce qui se joue dans cette primaire, parce qu'on voit que celui qui va sortir va pas forcément gagner la présidentielle quand on voit la dynamique Mélenchon et quand on voit la dynamique Macron. Vous l'avez dit. Donc qu'est-ce qui se joue dans cette primaire? Est-ce que c'est de la prise de la tête du PS? C'est quoi? Ah non, en tout cas pas pour moi. Et ni pour de Rugy, ni pour Pinel, ça c'est sûr et certain. Oui, mais pour les autres. Non, ce qui se joue, c'est... On ne sait jamais. Bien évidemment que nul n'ignore qu'il y a Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Dans une dynamique, supposons qu'il y ait une dynamique, qu'il y ait 2,8 millions de personnes qui votent à la primaire. Supposons qu'au second tour, il y en a un peu plus parce que ça s'engage. On ne sait jamais. Alors, mais la question est juste parce que même s'il y a une dynamique, supposons que celui qui arrive en tête, sondage fin février, mi-mars, début mars, on aura des sondages présidentiels avec les vrais candidats, tout le monde soit à 15. Alors
Qu'est-ce qu'on fait là? Vous mettez autour d'une table et vous décidez de qui. C'est là où je disais. C'est ceux qui font 3% qui font la différence. Que je jouerai un rôle dans le côté à dire attendez, on se tire une balle dans le pied, on va jusqu'au bout. Alors on va jusqu'au bout législative. On finit aux législatives avec 40 députés de gauche dans le pays. Vous allez faire comme les autres avec 3%, enfin crédité dans les sondages. Si j'arrive à ça. Vous allez essayer de négocier ça? Ah non, je négocie pas moi. Bien sûr qu'il y a des négociations pour les législatives si vous voulez. Mais enfin si c'est pour avoir 0 député, on peut toujours négocier, ça sert à rien. Donc ce que je dirais par rapport à tout cela sur l'arc progressiste que je propose, c'est que une large alliance progressiste, et je la fais très large depuis plusieurs semaines, est absolument indispensable. Sinon l'espace progressiste, voire même l'espérance progressiste dans la population disparaît. Hein. C'est-à-dire que si tout le monde est à 15 personnes sortir, c'est très bien. On arrive à un second tour hyper intéressant. Monsieur Fillon, Madame Le Pen, c'est passionnant. Vous verrez le résultat. Jean-Luc Benamias, quand vous entendez Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre, dire qu'il ne soutiendra pas forcément le candidat issu de cette primaire, est-ce qu'il n'est pas tout simplement en train de tuer la primaire? Ils prennent leurs responsabilités, c'est absolument... Ça montre bien le côté un peu, je dis bien un peu déliquescent du Parti Socialiste. Je ne le reproche pas à Jean-Christophe Cambadélis, parce que lui au moins essaye de tenir les rênes depuis très longtemps. Mais le fait que dans cette primaire, alors qu'il y a quand même 4 candidats socialistes, un certain nombre de socialistes, dont le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, disent je ne sais pas, ça montre qu'il y a une... Mais ils ont un gros problème. Aussi, vous connaissez bien François Hollande, vous l'avez rencontré à plusieurs reprises ces derniers mois. Est-ce que vous l'imaginez soutenir Emmanuel Macron? J'imagine rien par rapport à cela, moi. Je pense qu'il y a une dynamique autour d'Emmanuel Macron, mais comme il y a une dynamique autour de Jean-Luc Mélenchon, dans les réunions publiques qu'ils organisent, ils ont du monde tous les deux. Donc moi, je verrai, et nous verrons, au fur et à mesure, après la primaire, quand le candidat de la primaire sera sorti, on verra s'il y a une dynamique. C'est Jean-Luc Benamias, qui est l'invité politique de Public Sénat, de Sud Radio et de la presse quotidienne régionale, entre la gifle, la farine, des sondages chaotiques, ce ne sont que des sondages, vous le dites chaque fois, vous avez raison, des candidats de sa propre famille qui n'hésitent pas à s'en prendre à lui. Est-ce qu'il y a du Valls bashing selon vous? En tout cas pas de mon côté. Mais ça existe. Vous l'avez constaté. Il semblerait, oui. Moi j'ai des divergences avec Manuel Valls. J'en ai une qui d'un point de vue écologique et d'un point de vue du modèle de société, c'est sur Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire, je considère que cet aéroport n'a pas à être construit, qu'il ne sert à rien. Et que justement, c'est le modèle de société qu'on ne veut plus voir. Et donc, ça, c'est une divergence. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, je peux avoir des convergences avec Manuel Valls sur le côté autorité. Et ce côté autorité, moi j'ai apprécié il faudrait plus longtemps par rapport à la politique gouvernementale menée avec François Hollande et Manuel Valls. La façon dont ils ont réagi par rapport aux actes de terrorisme, par rapport à ce qu'on a subi, à ce que nos compatriotes, nos concitoyens... Vous en avez parlé pendant le débat, simplement sur Notre-Dame-des-Landes. Parce que là, c'est important, c'est un point très important. Le gouvernement, et notamment par l'intermédiaire de Bernard Cazeneuve, a dit hier qu'il s'apprêtait à intervenir en toute sécurité. Je mets des guillemets en toute sécurité. C'est impossible. Je reconnais à Bernard Cazeneuve une grande sagesse. Et des mots qui sont plutôt des mots apaisants. C'est impossible d'intervenir en grande sécurité quand vous savez que sur le terrain, près de la moitié de la population locale, je dis bien près de la moitié si ce n'est plus de la moitié, est contre ce projet, qu'il existe des agriculteurs qui occupent, qu'il existe des zadistes. Mais il y a eu un référendum d'initiative locale quand même, il y a des décisions à respecter, Jean-Luc Benamias. Le référendum d'initiative locale était un référendum départemental. Je m'excuse de dire que s'il avait été sur le vrai périmètre vendu par ceux qui veulent l'aéroport, c'est-à-dire le périmètre du Grand Ouest, le référendum aurait un peu plus de résonance. Parce que quand on fait un référendum sur un département et que l'aéroport se situe... comment le gouvernement va-t-il s'en sortir? Ah mais pour moi, vous savez, c'est un enjeu symbolique. J'ai un certain âge. J'ai connu les histoires du Larzac, j'ai connu les histoires de Plogoff, j'ai connu les histoires de Superphénix à Malville. Toutes ces histoires-là, on me disait la même chose à l'époque. À la fin des années 70, on me disait, mais il y a une logique, ça a été voté par le Parlement, à des grandes majorités. Les conseils départementaux, il n'y en avait pas de régionaux à l'époque, ont voté pour tous ces projets. Et bizarrement, ces projets ne se sont pas faits. Vous allez en parler ce soir de Notre-Dame-des-Landes? Je pense, oui. Et donc vous allez parler de la question de la sécurité. Vous allez vous opposer, par exemple, à l'intervention de... Non, je ne m'oppose à personne. Vous avez bien remarqué dans cette primaire, je n'ai que l'intervention sur la police.
C'est Manuel Valls qui a porté cette sur la police, son intervention, cette idée d'intervention pour évacuer la ZAD. Mais c'est impossible, ça. Je veux dire, il faudrait mettre sur le périmètre du futur aéroport entre guillemets, il faudrait mettre pendant des semaines et des semaines 1500 gendarmes et 1500 policiers. Donc, je dis que dans la période d'aujourd'hui, par rapport aux terroristes, par rapport à ce qu'on a à faire et ce qu'ont à faire nos forces de police, elles seraient plus utiles ailleurs. Jean-Luc Benamias, vous partagez avec Benoît Hamon l'idée d'un revenu universel. On va voir un peu la politique à l'épreuve des faits, parce que Benoît Hamon, il est un petit peu en train de détricoter cette idée. Au départ, il parlait de 750 €, il parlait d'une mise en route immédiate. Maintenant, il dit ça se fera par étapes, il est beaucoup plus prudent, ne serait-ce que parce que ça coûte une fortune peut-être à financer, hein, le nerf de la guerre est là. Où est le réalisme d'une telle proposition, franchement ? Ah bah le réalisme, c'est que c'est la seule idée nouvelle qui est sortie. Où serait le réalisme aujourd'hui pour nos concitoyens de croire que des gens qui ont participé au gouvernement et qui développent que le plein emploi, ce sera pour demain. Je parle là aussi bien de concurrents que j'ai et amis dans cette primaire que de gens de la droite. C'est-à-dire qu'on a, depuis 40 ans, des politiques ont été menées, chacun dit à chaque fois, ce sera le plein emploi, et puis on revient devant les citoyens quelques mois plus tard, et on dit, ah ben non, c'est pas le plein emploi. Oui, mais alors ça veut dire que c'est une solution par défaut. La seule idée nouvelle dans tout cela, c'est le revenu universel. Et moi, je l'emploie peut-être un peu différemment que Benoît Hamon, mais je suis comme Benoît Hamon, je suis prudent. Prudent parce qu'on ne fait pas ça du jour au lendemain. Mais les exemples que je prends, ils sont très simples. Hein. Je prends l'agriculteur et l'agricultrice qui touchent, pour 40% d'entre eux, 400 € par mois de revenus avec un temps de travail relativement important, si ce n'est très important. Alors on leur dit, ah non, il faut fermer, arrêtez. Moi je dis, on garde la ferme. Et donc je garde de l'emploi, je garde de l'activité. J'ai la même chose par rapport aux artisans dans les régions éloignées de France. Petites et moyennes montagnes, régions éloignées des métropoles. Artisans, commerçants, combien ils se font dans l'année ? 400 €, 500 €, 600 €. Ils maintiennent leur activité. Ils ne sont pas en train de pointer au chômage. Et je peux développer comme ça, sur un certain nombre de métiers. Je finis là-dessus. La caissière de supermarché, elle touche combien ? Elle travaille 22h, 23h, elle touche 600, 700 €. Je préfère qu'elle continue à travailler et qu'elle ait le revenu universel plutôt qu'elle pointe au chômage. Il n'y a pas eu de rétropédalage de la part de Benoît Hamon ces derniers jours ? Non, j'ai lu parce que j'ai vu un autre rétropédalage hier. Je suis sur Twitter comme tout le monde et j'ai vu qu'il disait non, je maintiens. Alors voilà. Donc il y a des... Il y a des points de convergence avec lui. Ça c'est clair, oui, j'en ai. Jean-Luc Benamias, la dernière conférence de presse de Barack Obama cette nuit, à Washington. Moi, je n'ai pas peur, a-t-il dit. Est-ce que Donald Trump vous fait peur à vous ? Non. Non, Donald Trump ne fait pas peur, non. Non. Vous savez, des grands présidents américains, je me rappelle quand... Ronald Reagan est arrivé au pouvoir, les gens se disaient expérience différente, il avait été gouverneur de Californie, on disait, pendant 2 mandats. C'est un clown, c'est un acteur de seconde zone. Mais il avait fait de la politique avant, longuement. Non, il avait gouverneur fait Californie, Donald Trump, acteur de droite. Voilà, non, il me fait pas peur. Et je pense qu'il y a du rapport de force à mettre, mais en diplomatie et internationale, c'est pareil que par rapport à M. Poutine. La diplomatie, c'est discuter. Si on ne discute pas, c'est la guerre. On va discuter. Le fait que Donald Trump ne cite même pas la France, il fustige l'Europe, alors qu'est-ce qu'on fait là? Vous commencez. Oui, il faut reconstruire l'Europe, il faut renouveler l'Europe. Je l'ai dit dans un autre débat. Reconstruisons autour d'un pôle du sud de l'Europe, quelque chose qui a un socle social, environnemental, fiscal, quelque chose de conséquent, qui soit soutenu surtout par nos concitoyens. Ce serait mieux quand même une Europe soutenue par les concitoyens, pas une Europe de la désaffection. Jean-Luc Benamias, juste une petite question avant de vous quitter. Qu'est-ce que ce pins que vous avez porté, on s'interroge? Vous avez bien raison de la poser. Ouais. Vous savez que le pins, c'est la COP 21. Incroyable, hein, on a fait 1 an de COP21 et vous n'êtes pas le premier à me poser la question. Tout le monde me pose la question. Pendant un an, nous n'avons. On le voit pas très bien d'ici aussi. Non mais j'entends bien, mais vous n'êtes pas le premier. Beaucoup lié. On a vu que ce pins. C'est donc un pins écolo. Merci. Jean-Luc Benamias, vous serez ce soir dans le débat de la primaire de la gauche à la télévision. Merci d'avoir été notre invité. On me l'a dit en tous les cas. Merci d'avoir été notre invité. Et on passe au débrief de vos propos avec les éditorialistes. Voilà, vous n'avez pas entendu Jean-Luc Benamias quitter ce plateau qui disait « On ne me changera pas ». Bonjour Thierry Dupont de l'Express, merci d'être avec nous ce matin. Et bonjour Raphaël Ruffier-Fossoul de Lyon Capitale. Vous êtes venu débriefer les propos de Jean-Luc Benamias. Sondage Elab qui donne 56% de personnes interrogées pas intéressées par la primaire de la gauche quand même, mais qui crédite
3%, Jean-Luc Benamias, dans ce sondage. Et il en est content, apparemment. Oui. Il est ravi. Il a l'impression qu'il va pouvoir faire quelque chose avec des 3%. Peut-être négocier, on a bien compris quand même s'il s'en défend. Oui, au deuxième tour. Mais je ne sais pas vraiment ce qu'il y a à négocier si le candidat de la primaire n'arrive pas à se maintenir. C'est-à-dire qu'effectivement, 44% de gens qui sont intéressés par cette primaire, c'est quand même pas grand-chose. À ce rythme-là, il y aura eu plus d'électeurs de gauche qui auront voté à la primaire de droite qui vont voter à la primaire de gauche. Il faut être prudent, parce qu'on ne sait pas quels vont être, évidemment, dimanche, le panel, les électeurs qui auront... Oui, et puis on a quand même vu que les débats, même s'ils ne font pas des scores extraordinaires, en tout cas, ils sont des scores en deçà de ce qui avait été... Oui, ils ont quand même intéressé. On sent qu'il y a quand même quelque chose. On va voir ce soir ce qui va se passer. Ils sont intéressés mollement quand même. Moi, j'ai eu du mal à être vraiment intéressé. On sent des candidats qui ne sont pas vraiment prêts. Le seul qui était finalement prêt, c'est François Hollande. On voit qu'il avait des propositions. Vous n'êtes pas tout à fait dans le panel, vous-même. Je ne sais pas. Pourquoi pas? C'est peut-être pas la question. Non, en termes de propositions, les candidats sont quand même n'ont pas construit des choses extraordinaires. La proposition la plus originale, Benamias y est revenu, c'est le revenu universel. On sent qu'elle est absolument pas préparée, elle n'est pas financée. Ils disent c'est ça notre proposition forte. Il se dit quand même d'accord avec Benoît Hamon. On voit des convergences commencer à s'esquisser entre eux. D'ailleurs, il a été très prudent aussi sur Manuel Valls, dont il a dit qu'il appréciait le côté autoritaire. Oui, j'ai pas compris parce que je croyais que c'était l'écolo libertaire. Alors aujourd'hui, il aime l'autorité de Valls. C'est pas facile à suivre. Il y avait juste quelque chose qui me venait à l'esprit, c'était quand même le revenu universel, c'est la grande mesure, la grande proposition un peu qui change un peu le paradigme Et elle serait quoi lors des primaires de la droite? C'était quoi la grande mesure qui changeait le paradigme de tout ça? Je veux dire, il n'y en avait pas forcément. Il y avait des ajustements. Il y avait la suppression des la suppression du temps de travail. Après, c'est oui, mais une des réformes libérales. On se situe. On va dire que leur promesse, c'est la suppression des 35 heures. La droite en parle depuis quasiment l'instauration des 35 heures. Donc voilà. Donc juste pour, c'est vrai que parfois les candidats de la primaire du PS et de ses alliés ont l'air de patauger un peu. C'est un peu de l'improvisation. Bon, il y a des débats quand même malgré tout qui me semblent intéressants. Raphaël ? Moi je crois que c'est ce soir la dernière chance pour la gauche d'arriver à convaincre d'un intérêt sur sa primaire. Pour l'instant, non, je suis vraiment pas convaincu qu'ils aient réussi. Ce qu'on voit, c'est qu'Hollande, lui, il était prêt. Et finalement, je pense que ça aurait été naturellement le meilleur candidat pour la primaire de gauche. Il avait une proposition qui n'était pas le revenu universel, qui était le prêt universel pour les jeunes. L'idée qu'ils puissent partir avec un capital à rembourser, mais pour financer leurs études, leurs projets, leurs entreprises. De division évidente, c'est Notre-Dame-des-Landes. Les propos de Bernard Cazeneuve fermes, en même temps courtois mais fermes, dans l'esprit de ce qu'est le Premier ministre. Jean-Luc Benamias, il pense que c'est impossible, au fond, de le faire évacuer en toute sécurité. Il l'a dit. Mais vous voyez un Premier ministre ou un ministre de l'Intérieur prendre ce risque d'ici l'élection présidentielle? En même temps, faire appliquer la loi, c'est important dans un pays. Un principe de réalité en politique aussi. Ils se sont vraiment piégés avec le référendum. C'est-à-dire que le référendum, quand même, ça les oblige. Puisqu'ils ont fait un référendum, il faut le faire respecter. Et ils ne le feront pas respecter. Donc là, il y a quelque chose qui a vraiment été une indécision, puis vraiment une faute politique au final de ce gouvernement. Je dis pas que c'est un bon projet ou un mauvais projet, je trouve que c'est pas l'enjeu au final. Je pense que comme la plupart des Français, que c'est pas vraiment un problème majeur en France. C'est à l'image du quinquennat. C'est quand même à l'image du quinquennat sur cette difficulté à mettre en œuvre les politiques. Alors par rapport à la position de Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères, ancien Premier ministre, qui a laissé entendre en gros qu'il pourrait soutenir un candidat ne serait pas sorti des primaires. On a vu que Jean-Luc Benamias, lui, constatait donc de fait une grande maladie au Parti socialiste, en reconnaissant d'ailleurs au premier secrétaire du Parti socialiste du talent, du courage, mais en disant voilà, le Parti socialiste, on voit que c'est là qu'il est cuit. Jean-Luc Benamias qui donne des leçons de loyauté au PS, lui qui était parti des Verts, parti du MoDem, et qui d'ailleurs
a lui-même dit qu'il n'excluait pas de voter Macron, et qui aujourd'hui vient nous dire encore qu'il est pour une négociation après la primaire en fonction des dynamiques. Mais vous objectez qu'il connaît bien la politique. Il a dit d'ailleurs plusieurs fois, j'ai de l'expérience. Il a même parlé de son âge. Je ne l'ai pas entendu dire qu'il voterait pour, quoi qu'il arrive, au premier tour de la présidentielle pour le candidat qui aurait gagné la primaire à gauche. Et j'ai plutôt compris qu'il ne s'interdisait pas de voter pour quelqu'un d'autre aussi. Et pourtant, lui, c'est un candidat à la primaire. Thierry Dupont. Aujourd'hui, au PS, il y a un besoin de clarification. Je crois que tout le monde en est arrivé là. Sur le terrain, c'est ce que disent les militants. Effectivement, les soutiens de Benoît Hamon ne se voient pas soutenir Manuel Valls. L'inverse est vrai. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le PS d'Épinay, porté par Mitterrand, puis par Jospin, puis par Hollande, est arrivé au bout de son chemin. Il va falloir trancher. Moi, je fais le pari que le PS ne sera pas présent au premier tour de la présidentielle, que le candidat, quel qu'il soit, va se retirer. Emmanuel Macron, alors vous êtes lyonnais, hein, vous dirigez Lyon Capitale. Il est évidemment très bien perçu dans la région. On a vu même que Manuel Valls a eu des difficultés pour mobiliser quand il est venu à Lyon. Est-ce que importante, oui? Oui, non, mais je ne devrais pas l'avouer parce que c'est pas très pro de notre part, mais on l'a raté, Valls. C'est-à-dire qu'il y a tellement personnes dans son entourage, dans son octave de campagne, que la rédaction n'avait pas été prévenue de sa venue. Et voilà, on est allé trop tard. Moi, j'en venais à Emmanuel Macron. Alors que quand Dupont-Aignan vient à Lyon, on ne le rate pas. C'est quand même un signe des temps assez fort. Thierry Dupont? Non, il va y avoir le grand meeting de Lyon le 4 février. On a un week-end extraordinaire puisqu'on aura Mélenchon, Macron et Le Pen le même week-end. Et voilà, on entend bien que le staff de Macron, d'Emmanuel Macron, entend en faire un événement très fort. Ça interviendra juste après le second tour de la première PS. Alors, voilà. Raphaël Ruffier-Fossoul, votre une, c'est sur les cathos, hein, les nouveaux cathos, au fond, hein, la nouvelle génération. François Fillon, là-dedans, son engagement chrétien, égoliste. Mais François Fillon, il a séduit les cathos de droite. Et c'est ceux qui sont un peu révélés avec la manif pour tous, qui sont les cathos génération JMJ. Avec Fillon, le réveil des cathos, point d'interrogation. Oui, alors il y a quand même une ambiguïté, parce que tous les cathos ne sont pas derrière Fillon. Fillon, il a un programme qui est assez libéral, et c'est pas le libéralisme, c'est pas la ligne du catholicisme, c'est pas la ligne du pape non plus. Mais par contre, sur les questions de société, les questions familiales, on voit qu'il a plutôt bien séduit les cathos de droite. Merci Raphaël Ruffier-Fossoul de Lyon Capitale. Merci Thierry Dupont de l'Express. On va regarder ensemble le premier zapping politique des matinales d'info Zappélisé. Chaque fois qu'on touche un socialiste, quelles que soient nos différences, on touche tous les socialistes. Et il faut faire attention parce que nous sommes nombreux et solidaires. Je condamne ces violences-là, je les condamne parce que ça indique qu'il y a un climat qui est quand même un climat qui n'est pas bon. Cette violence n'a pas sa place dans la République. La gauche a toujours envisagé avec beaucoup de complaisance et a même incité à la violence contre les adversaires politiques. Elle est là la réalité. C'était le fameux harcèlement démocratique qu'avait théorisé M. Drey, M. Cambadélis, et qui consistait à faire des manifestations violentes, notamment contre le Front National. Donc ils n'en peuvent plus. Donc ils n'en peuvent plus du cynisme, oui. Donc ils ont ce type de geste. Oh, ce que vous voulez dire. Bonjour Manuel, salut Manu. Salut. C'était pour te dire Manu, je sais pas si tu trouves ça normal ou pas, mais moi je pense que la claque, en fait, on est 66 millions à vouloir te la mettre, quoi. Enfin, c'était juste trop bon, sans déconner, quoi. Il a été parfait, le bonhomme, quoi. C'était juste génial. Alors ça, cet appel à la violence, c'est non. Chacun a l'honneur de porter ses idées, son bilan, et rien ne peut justifier un acte de violence tel que celui-ci. On en a vu d'autres, et ils étaient tout autant condamnables. Bien sûr, on me vise. Parce que je suis celui qui peut gagner. Parce que je suis celui qui peut gagner, on me vise. Donc je ne me laisserai pas impressionner. Et je poursuivrai ma campagne pour gagner, pour faire gagner la gauche. Il ne veut pas laisser passer cet acte de violence. Si vous ne portez pas plainte, a-t-il dit, vous donnez l'impression que c'est possible. Ça peut commencer par une gifle, ça peut se poursuivre par un coup de poing, ça peut se poursuivre par un coup de barre de fer. Vous n'aviez pas porté plainte pour le jet de farine en Alsace? Mais là, c'est la violence. C'est le coup que l'on veut porter. On veut faire mal. C'est un symbole. Est-ce que M. Valls doit pour autant porter plainte pour faire encore enfler plus cette affaire? Je pense qu'il aurait peut-être intérêt à, non pas à banaliser, mais en tout cas à tourner la page. Et Emmanuel Macron? Il a oublié d'être con.
C'est le moins qu'on puisse dire. Ambitieux. La grande question. Le candidat qui sortira de la primaire sera à un moment donné obligé de constater que celui qui peut gagner la présidentielle, qui peut déjà être au deuxième tour, et il n'y en a qu'un, c'est Emmanuel Macron. Donc se retirer? Oui, je pense. Gérard Collomb est dans son enthousiasme du moment, j'en suis heureux pour lui. Je l'ai bien connu soutenir avec la même ardeur Ségolène Royal, et puis les choses ne vont pas toujours jusqu'au bout. Que pensez-vous d'Emmanuel Macron? Mais non, je ne viens pas ici pour parler de cela. Est-ce que vous reconnaissez dans la campagne politique d'Emmanuel Macron? Je pense à des désirs d'avenir. Je ne réponds pas aux questions là-dessus. Beaucoup de gens se demandent est-ce que vous prendrez parti à un moment donné? Je ne réponds pas à cette question. Est-ce que Ségolène Royal va le soutenir, selon vos informations? Je n'en sais rien, vous savez, Ségolène Royal mène son propre chemin. J'ai toujours invité les associations de citoyens, les pêcheurs, les ONG, tous ces Écoutez que ça continue et faites-en... Regardez le précédent referendum, c'est ça qui fait. Voilà, c'était Territoire d'info sur Public Sénat avec Sud Radio et la presse quotidienne régionale. Demain matin, on fera une émission spéciale, une matinale spéciale pour décrypter et analyser ce qui se sera dit dans le débat de la gauche qui a lieu ce soir à la télévision. Merci à tous et bonne journée à demain. Politique Matin, présenté par Brigitte Boucher, dans un instant. Élection présidentielle 2017, primaire de la gauche. Les candidats confrontent leurs projets. À 19h30, émission spéciale, invités, analyse et reportage. À 20h55, dernier débat avant le vote du premier tour de la primaire. Un événement à suivre en direct sur LCP, ce soir à partir de 19h30.